va conclure en tout cas pour aujourd'hui avec les deux derniers thèmes. C'est celui du rappel des tabous et celui notamment de la mort du père ou du meurtre du père. Indirectement, on parlera dans cette catégorie-là de la critique du marché de la mort dans ce chapitre. Et finalement, Mhm. on traitera juste du dernier paragraphe du chapitre 14 et de la solitude dans laquelle tombe Jed après l'épisode du Riquois. Mhm. On en parlait tout à l'heure, mais donc le sexe n'a pas lieu dans la cartelle territoire. C'est au contraire le tabou freudien de la mort hein, de nos pères. Tu remarqueras d'ailleurs le subtil jeu de mots qui est transgressé avec la question de dignitas et de l'assistance au suicide. Alors, là-dessus, je rentre sur un point que je maîtrise un peu moins bien que toi, je pense, mais dans les romans de Michel Houellebecq, souvent, l'auteur s'en tient à ce qui est, ni plus ni moins. Michel Houellebecq ne pense pas le devenir. Euh, il dit qu'il n'aime pas le désir, qui est selon lui une expérience destructrice. Donc ça, c'est vraiment un rejet très clair de l'éros chez Houellebecq. Mhm. À quelque part, il préconiserait presque une vie monacale ou bouddhiste. D'autre part, Mhm. il soutient coûte que coûte en sociologie un déterminisme qui s'opposerait à toute idée de liberté. D'ailleurs, dans les médias, il n'a jamais caché son opposition à l'avortement ou à l'euthanasie. Euh, Par rapport au thème précédent, on pourrait même prendre le parti de classer Michel Houellebecq du côté de la vie. Alors, tu vas tout de suite me reprendre, mais j'anticipe ta remarque en disant qu'il s'agit bien d'une vie monotone, presque à l'état végétal, mais une vie quand même, une vie ni plus ni moins. Alors, si je peux revenir sur deux, trois éléments de cette introduction, c'est la question du désir dont se méfie Houellebecq. Il y a effectivement, je vais y aller un petit peu dans l'analyse un peu sauvage. Il y a cette idée, pour revenir à Freud, Freud développe l'idée de la résistance qu'on trouve aussi chez Platon, une sorte de désir, une sorte d'idéal, d'absolu qu'on a en nous, et puis on n'y arrive pas, une sorte d'échec, et puis se protéger de cet échec, ce serait tuer le désir en quelque sorte. Il y a une sorte de résignation, d'un bonheur chez Houellebecq qui serait assez proche de l'ataraxie qu'on trouve chez les épicuriens ou les stoïciens, une absence de trouble, de manière assez drôlesque, hein, humoristique. Jed, pardon, dans le livre, se bat souvent contre un problème de température. Il a trop froid, il a trop chaud. Comme si la température ou le corps s'oublie, ou il arrive à oublier son corps, il n'arrivait pas il n'arrivait pas à l'atteindre. Une sorte de volonté d'atteindre la paix du corps, tout simplement, mais qui même cette seule petite ambition difficile, est difficile à atteindre. Je vais encore une fois me servir d'un poème, si tu me le permets, un poème qui s'appelle Isolement, qui est tiré du recueil de poèmes Configuration du dernier rivage, paru en 2013. Donc le livre Cartel Territoire est paru en 2010. Et puis ce poème donne certains éléments assez intéressants qui vont ramener au point suivant, celui de la solitude, mais qui parle aussi de la question du désir. Et dans ce poème, il y a le désir qui est exprimé. Il y a en insomnie, puisque Jed est insomniaque, mais Houellebecq est aussi insomniaque, où l'insomnie est quelque chose d'important ici. Et début du poème, où est-ce que je suis? Il est en pleine nuit. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Une absence de sens. Emmenez-moi partout, partout, mais pas ici, c'est-à-dire pas ici au cœur de la nuit. Faites-moi oublier tout ce que j'ai été, inventez mon passé, donnez un sens à la nuit. Alors, c'est presque cette insomnie sans sens. Et là, il y a la question du désir. Inventer le soleil et l'aurore apaisée. Et puis, un petit peu plus bas dans le poème, où est le paradis? Où sont passés les dieux?
Voilà, il y a cette idée d'une sorte d'idéal, de perfection, de désir en fait d'un absolu. Et puis ce désir d'un absolu en fait nous rend malheureux parce que cet absolu il n'est pas atteignable. Donc une des voies serait de tuer le désir. Voilà, une sorte de bonheur par l'absence de souffrance. Et puis pour supprimer la souffrance, il faut supprimer le désir. Voilà la remarque qui me venait sur cette question-là. Et puis, sur la mise à distance aussi, si je peux compléter sur la question de la mort et du désir, finalement, on est à dignitas. Et dans les deux cas, on paye. Il y a l'argent qui joue le rôle de médiateur. Et puis, ces personnages qui vont au bordel, on rencontre ça souvent dans l'écriture de Houellebecq. Et puis, je me pose la question, les gens n'ont pas un rôle particulier de mise à distance également. Je paye pour une relation sexuelle, je mets à distance l'autre, je garde une liberté parce que je paye précisément. Alors, cette idée de la mise à distance par l'argent, elle me vient par des détours assez étranges. C'est le livre de Virginie Despentes, King Kong Theory, dont les propos sur la question de la prostitution, du point de vue cette fois-ci de la prostituée, parlaient de cette mise à distance et de la liberté dans la sexualité que permettait l'arrivée de l'argent, en fait. Voilà, une sorte de donnant-donnant qui rendait les gens libres dans la question de la sexualité. Et puis cet argent, il intervient aussi dans la question de la mort, puisqu'il y a même toute une discussion sur les coûts, sur combien ça coûte. Et puis d'un coup, l'argent aussi est une mise à distance. Voilà. Donc, voilà, une question que je me posais sur le rôle de l'argent. On est dans deux marchés ici. Le marché du sexe, le marché d'Eros, et le marché de Thanatos, le marché de la mort. Ouais, il y a d'ailleurs même un troisième marché dans la carte et le territoire, c'est le marché de l'art. Le marché de l'art, oui, évidemment. Tu parlais aussi de l'absence de souffrance. Je me demande finalement si ce n'est pas cette peur de la souffrance par rapport à la maladie qui fait que le père décide de se rendre à Zurich et donc de se suicider. Ouais. Mmh, mmh. Et j'en reviens de nouveau à Freud, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, l'absence de souffrance, c'est aussi Jed tout à la fin, qui refuse le traitement, mais prend des antidouleurs. Toujours. Ouais, il y a quelque chose d'assez anti-catholique là derrière, dans le refus de la souffrance chez Houellebecq. Mais donc, dans ce contexte, la mort du père nous rappelle aussi la transgression du premier tabou de la horde primitive. Et on comprend mieux qu'incapable d'accepter sa part de responsabilité finalement dans l'abandon de son père, dans une société qui cache la mort. Et là, je trouve qu'on est un petit peu dans une thématique en filiation, si je peux faire le jeu de mots, avec Camus, qui décrivait déjà le désinvestissement de Meursault pour sa mère dans l'étranger et de la responsabilité ensuite qui pesait sur lui jusqu'au meurtre de l'arabe. Mais en tout cas, Jed dans la carte et le territoire, rejette la transgression du tabou du meurtre sur la société qui en a même fait commerce. On est clairement dans le registre de la tragédie avec la carte et le territoire parce que Jed assiste à la mort de tous les membres de sa famille et même de manière indirecte, on l'a dit, au meurtre du personnage de Michel Houellebecq. Et dans ce chapitre, Michel Houellebecq, l'auteur cette fois, en profite au fond pour poser une critique assez explicite de l'euthanasie légale en Suisse et plus généralement de ce marché de la mort. Si on prend le chapitre, je trouve d'ailleurs que c'est assez marqué, c'est filé tout le long du chapitre par l'utilisation des italiques. On voit que le chapitre s'ouvre sur la question des clichés zurichois, qui sont une ville qui est peuplée de personnes riches, les personnes les plus riches du monde. Et donc c'est une ville qui, voilà, c'est une sorte d'Eldorado de la richesse, et c'est un Eldorado dans lequel pourtant, paradoxalement, les gens viennent mourir. Et ensuite, il y a toute cette scène où on voit les cercueils qui défilent dans des
il décrit ces cercueils comme des modèles bas de gamme dans du bois aggloméré. Et ensuite, il arrive dans la salle d'attente et là, il voit les candidats au suicide, encore en italique, à la page 361. Son père devait être le doyen de la promotion, finalement la personne la plus âgée qui s'était rendue là. Ensuite, il y a toute cette discussion avec la directrice ou la responsable de l'association. Et elle, tout ce qui la préoccupe finalement, c'est le droit, la question du droit de ce qu'ils font. Et aussi de l'argent, parce qu'elle dit, mais elle ne comprend pas la réaction de Jed, et elle lui dit, mais votre père a réglé la note, il n'y a pas de problème, tout est réglé. Et lui demande d'avoir le dossier, de nouveau en italique, page 363. Et là, dans le dossier, il y a juste la feuille qu'il a remplie durant, en italique toujours, son entretien de motivation à mourir. Et là, ça se termine par cette phrase de la directrice qui dit « Nous agissons en parfaite conformité avec la loi suisse. » Alors, il y a tout un vocabulaire, un lexique de la firme. Hein. Donc, l'architecture fonctionnelle, les candidats, dossier de motivation, heures de bureau. Puis bon, tout ce passage se termine, et puis on pourra après faire la transition sur la solitude de Jed, mais tout ce passage se termine par ce paragraphe à la page 365. Une euthanasie était facturée en moyenne 5 000 €, alors que la dose létale de sodium revenait à 20 €. Et une incinération bas de gamme, sans doute pas bien davantage. D'ailleurs, on se rappelle les cercueils en bois aggloméré, hein, quasiment des cercueils de chez Ikea. Sur un marché en pleine expansion, où la Suisse était en situation de quasi-monopole, il devait en effet se faire des couilles en or. Et là, on retrouve les riches zurichois qui montent leur commerce sur le business de la mort. Ouais, en tout cas, je trouve qu'il y a une critique quand même assez explicite de la part de Houellebecq. Clairement. Voilà. On est dans tout le lexique de l'économisme qui s'empare de la mort. Oui, une des autres choses qui m'a frappé dans ce paragraphe. Donc, il arrive à Zurich. Donc, il faut remettre en situation. Hein. Jed a perdu Houellebecq, il a perdu son père, il a perdu sa grand-mère, il a perdu sa mère. Et en fait, c'est un individu qui est seul. Voilà. Le dernier membre de sa famille réelle ou symbolique a disparu. Et Houellebecq, l'écrivain, a tourné sa phrase de manière à ce que le dernier mot soit le mot seul. Fin du chapitre. Et puis, ça fait écho à cette fermeture de chapitre. Avec l'ouverture de chapitre, c'est la question du chauffe-eau. Le chapitre commence par un chauffe-eau. Voilà. Son chauffe-eau avait finalement survécu à Houellebecq, voilà, l'objet. Et puis, il y a ce terme de survécu, hein, comme s'il était animé, ce chauffe-eau, doté d'une âme. Se dit Jed en rentrant chez lui, considérant la paix. Donc, Houellebecq filme ici la personnification qu'il accueillait en ronflant sournoisement comme une bête vicieuse. Et puis, il me semble que c'est assez symbolique de ce qui va suivre et d'un autre thème. Voilà, c'est le chapitre de la solitude de Jed. Je suis allé un peu regarder ce que c'est cette histoire de chauffe-eau tout au long du roman. Et puis, ce chauffe-eau, il intervient dès le départ. Donc, ce chauffe-eau parcourt tout le livre. Et c'est assez intéressant de voir un petit peu l'évolution du rapport au chauffe-eau. Dans le début du livre, en fait, le Jed est insomniaque. Jed dort mal. Et puis, comme tous les insomniaques, le sommeil est léger. Et puis, il y a une attention qui est aiguë, accrue à un bruit au sein de l'appartement. Et puis, le bruit, c'est le bruit de ce chauffe-eau. Donc, je vous lis juste le premier extrait qu'on trouve aux pages 11-12 du livre. Dans la cuisine, quelque part derrière lui, le chauffe-eau émit une succession de claquements secs. Il se figea tétanisé. Voilà. Pourquoi tétanisé ? Parce qu'on comprend en fait qu'il a peur de ne pas pouvoir se rendormir. On était déjà le 15 décembre. Un an auparavant, à peu près à la même date, son chauffe-eau avait émis la même succession de claquements avant de s'arrêter. Tout à fait. En quelques heures, la température dans l'atelier était tombée à 3 degrés. Donc,
problème du corps, hein, on sort de la tranquillité du corps. Il avait réussi à dormir un peu, à s'assoupir plutôt, par brèves périodes. Voilà. On retrouve le chauffe-eau qui intervient à la ligne 19. Un an plus tard, la réparation avait tenu. C'était la première fois que le chauffe-eau donnait un signe de faiblesse, nouvelle inquiétude. Ligne 25-26. De retour dans son atelier, Jed constata que le chauffe-eau fonctionnait toujours. Toujours cette inquiétude en arrivant, est-ce que ça marche? La température était normale et même chaude. Il se déshabilla partiellement avant de s'étendre sur son matelas et s'endormit aussitôt, le cerveau parfaitement vide. Mais, page 26, il se réveilla en sursaut au milieu de la nuit. Le réveil indiquait 4 heures. La température dans la pièce était chaude, presque étouffante. Là, on ressort aussi de la tranquillité du corps. C'était le bruit du chauffe-eau qui l'avait réveillé. Ce n'était pas les claquements habituels. La machine émettait chaque fois un ronflement prolongé, grave, presque infrasonique. Donc, première intervention de ce chauffe-eau, dès le début du livre, c'est celui qui vient perturber les nuits de cet insomniaque. On avance dans le livre. À la page 207, il y a de nouveau chauffe-eau qui intervient, mais il a une autre fonction cette fois-ci. Jed est en pleine discussion avec son père, et puis il y a la question du suicide de la mère qui est au cœur de cette discussion. Donc je vous lis le début du passage. « Je ne vais pas te révéler ce soir pourquoi ta mère s'est suicidée, scanda-t-il d'une voix forte, donc le père, presque avec colère. Je ne vais pas te le révéler parce que je n'en sais rien. » Donc il y a le suicide de la mère. Jed a 7 ans, on l'a déjà dit, et un suicide sans explication, donc quelque chose de complètement inexplicable et du coup angoissant. Il se calma presque aussitôt. Le père se tassa sur lui-même. Jed transpirait. Il faisait trop chaud peut-être. Alors Jed transpirait, il y a un double sens ici. Pourquoi est-ce qu'il transpire à cause de cette histoire du suicide de sa mère? Ou est-ce que parce qu'il fait trop chaud? Il faisait trop chaud peut-être. Le chauffage était presque impossible à régler. Il avait toujours peur qu'il ne retourne déménager maintenant, qu'il en avait de l'argent, sûrement. C'est ce que font les gens quand ils ont de l'argent. Ils essaient d'améliorer leur cadre de vie, mais déménager pour aller où? Il n'avait aucun désir immobilier particulier. Il allait rester, faire des travaux peut-être, en tout cas changer le chauffe-eau. Donc là, le passage me semblait intéressant. Le moment est émotionnellement très fort. On le voit avec la réaction du père. Houellebecq ne donne pas de réaction de Jed. Tout ce qu'il fait, c'est Jed qui, tout d'un coup, au cœur de cette discussion, s'intéresse à son chauffage. Et il me semble ici que ce chauffage est une sorte de mise à distance, encore une fois, mise à distance par rapport à la mort ou suicide inexpliqué de sa mère, qui est hors du champ de sa volonté, hors du champ de sa compréhension. Par contre, il y a quand même quelque chose qui va le réconforter parce que lui est dans le champ de son action, dans le champ de sa volonté, c'est le chauffe-eau. Un chauffe-eau, ça peut se réparer. Un chauffe-eau, ça peut se comprendre. Et puis, il me semble que là, le chauffe-eau a une autre fonction, c'est une forme de consolation. Je n'ai pas maîtrise sur la mort des gens, ici, la mort de la mère, mais j'ai maîtrise sur mon chauffe-eau. Et je vais terminer rapidement. Troisième apparition du chauffe-eau, on fait un bond dans le livre, eh bien, c'est précisément ce début de chapitre. Voilà. Où tout d'un coup, le chauffe-eau a une autre dimension ici. Jed a perdu tout le monde, mais il y a une nouvelle personne qui apparaît sous la forme d'un procédé de style, enfin une figure de style, c'est la personnification, c'est le chauffe-eau. Le chauffe-eau se fait compagnon. C'est le chauffe-eau, donc à la page 356, qui l'accueille en ronflant sournoisement. Voilà. Donc Jed est seul, la seule compagnie qu'il a, la seule compagnie, le seul être qui l'accueille, c'est le chauffe-eau. Et cette relation va s'accentuer à la page 384. 384, on a une description donc, de Jed. De fait, il tournait en rond, Jed, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était tellement désœuvré, sans œuvre, sans sens, depuis quelques semaines, il s'était mis à parler à son chauffe. Et le plus inquiétant, il en avait pris conscience l'avant-veille, était qu'il s'attendait maintenant à ce que le chauffe-eau lui réponde. L'appareil produisait, il est vrai, des bruits de plus en plus variés, gémissements, ronflements, claquements secs, sifflements de tonalité, de volume variés. On pouvait s'attendre, un jour ou l'autre, à ce qu'il accède au langage articulé. Il était, en somme, son plus ancien compagnon. Alors, symboliquement, ça me semble assez fort, ce chapitre.
Il y a la disparition des individus, des personnes autour de Jed, et il y a l'apparition d'un objet. Et son plus ancien compagnon, bien finalement, c'est ce chauffe-eau, qui marque, il me semble, la conclusion de la fin de chapitre, ce mot de terminaison, seul. Voilà. Le lien, il me semble qu'on pourrait faire entre l'ouverture et la fermeture de chapitre. Moi, ce chauffe-eau, il me fait aussi penser à l'alambic de l'Assommoir chez Zola. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il y a un alambic qui trône au centre du café dans lequel Gervaise se rend dans l'Assommoir de Zola. Et en fait, je trouve que la personnification que tu évoques dans le chapitre, elle a quasiment fonction de présage, de mauvais présage. J'avais jamais pris garde, mais tu m'y as rendu attentif qu'il craint le dysfonctionnement du chauffe-eau autour du 15 décembre. Et, donc, le mois de décembre, c'est la fin déjà de l'année, donc une période où on est un peu plus triste. Mais c'est aussi une période de l'année où, potentiellement, si le chauffe-eau dysfonctionne, on peut avoir froid. Donc, c'est comme s'il fonctionnait comme un mauvais présage et que ce présage, finalement, se concrétisait par la mort du père. D'autre part, je trouve que ce chauffe-eau nous rappelle la question de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Dans ce chapitre, il y a un autre élément qui conclut le passage, c'est juste après sa visite à Dignitas, Jed mange, en fait, se pose la question de ce qu'il veut manger. Et il y a quelque chose de très gargantuesque dans son repas parce que il dîne avec grand appétit, une raclette avec de la viande des grisons, du jambon de montagne qui l'accompagna d'un excellent vin rouge du Valais. Donc, en fait, chez Jed, il y a quand même, enfin chez Jed, mais chez les héros, les anti-héros welbeckiens, il y a toujours ce rappel de l'essentiel. Ce qui est essentiel pour vivre, c'est la nourriture et le feu. En fait. Alors, le feu, dans notre société, on l'a remplacé par les radiateurs, dont il est aussi question d'ailleurs dans la carte du territoire, et par le chauffe-eau. C'est une préoccupation qui est assez proche aussi des héros beckettiens. Proche de la mort, les héros beckettiens se préoccupent de ce qu'ils vont manger et du feu qu'il faut entretenir. Maintenant, pour finir aussi, Je veux juste rebondir là-dessus. bien sûr, ouais. Et dormir. Et dormir aussi, oui, bien sûr. Ouais. Mais plus se reproduire, par contre. Se reproduire n'est plus une nécessité. Non, exactement. La pulsion de vie est évacuée, ouais. dans le sens de désir de reproduction, puisque Freud en fait une nécessité de l'espèce, en fait, pour la reproduction de l'espèce. Et là, comme la mère est morte, c'est plus une nécessité, absolument. Enfin, c'est plus un essentiel, si j'aurais utilisé le terme. Et puis, c'est toi qui me parlais des objets transitionnels, mais finalement, face à la tragédie qu'il a vécue, eh ben, il se rattache finalement à l'existence de ces objets qu'il aime profondément, qui contiennent quasiment une part de lui-même. Hein. Ça pourrait être pour nous, par exemple, un attel. On voit bien hein, quand notre attel tombe en panne, enfin, quand il ne fonctionne plus, à quel point on est désœuvré. Ils contiennent nos souvenirs par le biais des photos, ils contiennent nos contacts. Enfin, imaginons dans cette période de confinement, si on n'avait pas nos attels, nos moyens de communication, on se retrouverait vraiment seul face à nous-mêmes, face peut-être au questionnement des essentiels, c'est-à-dire la nourriture, le chauffe-eau, chauffage, et comme tu disais, le dormir qu'on va faire de manière peut-être plus importante même.